internationale et des droits de l'homme, bonsoir, bienvenue à chacune et à chacun. Nous allons évoquer ce soir un sujet sérieux, un sujet complexe que nous allons analyser sous différents aspects. Ce sujet, c'est la lutte contre l'esclavage en Mauritanie. Alors on le sait tous, quand on parle d'esclavage, on se souvient, on sait que c'est une pratique qui remonte à l'Antiquité, c'est ce qui est généralement rappelé dans les manuels notamment. Une pratique qui était pendant longtemps un axe majeur de l'économie mondiale, qui a touché l'ensemble des continents, qu'il s'agisse d'ailleurs de la traite négrière, de la traite transatlantique, de la traite intra-africaine ou encore de la traite orientale. Et à ce titre, on sait même que l'esclavage a été parfois justifié en philosophie morale. Il a été étudié essentiellement dans une logique purement économique qui visait à convoquer la rhétorique du marché. On parlait de marchands, on parlait de marchandises, on parlait de contrats de vente, on parlait de compensation. Et c'est ainsi que le droit a été utilisé par rapport à cette pratique pour réguler ce précieux marché. Le Code noir de 1685 est un document historique précieux, étudié avec curiosité encore aujourd'hui, enseigné dans les écoles. Et on le lit avec étonnement, évidemment surtout avec dégoût. Et on voit surtout comment le droit peut être utilisé pour nier l'humanité, pour annihiler une partie du genre humain sur la base de critères purement arbitraires, tels que la race ou l'origine ethnique. Il y a un sentiment d'irréel quand on parle de l'esclavage, quand on pense à l'esclavage. Et puis on sort un instant du cauchemar, on se souvient que les droits de l'homme de 1789 sont passés par là, que l'abolition de l'esclavage a été certes lente et tardive, mais elle a été négociée, notamment avec la déclaration relative à l'abolition universelle de la traite des esclaves de 1815, plusieurs centaines d'instruments internationaux du 19e, du 20e siècle nous rappellent qu'en principe, l'esclavage est une question qui appartient aux historiens. On se dit donc que l'esclavage est loin. On se dit aussi que même la convention relative à l'esclavage du 25 septembre 1926 serait même inutile aujourd'hui comme instrument normatif. Et que ce qui est défini dans cette convention comme étant l'esclavage, c'est-à-dire l'état ou la condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété, ou certains d'entre eux, bien que cette définition ne correspondrait plus à l'heure actuelle à une quelconque réalité empirique. Et peut-être que dans 20 ans ou 30 ans, organiser une conférence sur l'esclavage ne réunira que des historiens et non pas des juristes et des militants. Mais pour l'heure, la pratique, si elle est formellement interdite, n'a pas été éradiquée dans les faits. Et nous avons le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Biram Da Abeid, grande figure du militantisme de défense des droits de l'homme et de lutte contre l'esclavage. Descendant d'esclaves, il va aujourd'hui vous livrer son témoignage, son expérience de première main dans cette lutte qu'il mène depuis plusieurs années. Biram a fondé l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie. Il a été emprisonné à plusieurs reprises et a reçu le prix des droits de l'homme des Nations Unies, parmi d'autres prix que Noura mentionnera par ailleurs. Il évoquera ce soir son difficile combat en Mauritanie, sans oublier de mentionner également le sort de plusieurs de ses camarades de lutte qui sont encore aujourd'hui détenus. Alors, plusieurs militants d'IRA sont présents aujourd'hui, des amis de Biram, des amis également de ce combat, notamment Jean-Marc Pelinck, président d'IRA France, Bruno Canivinck, également membre d'IRA, Marie, elle a également, en tant que journaliste, elle a effectivement établi une enquête, réalisé une enquête de terrain dont elle pourra éventuellement faire écho dans le cadre des discussions qui vont suivre la conférence. Et donc on va pouvoir entendre sans doute différents acteurs qui s'impliquent auprès de Biram dans le cadre de cette lutte. Pour accompagner la discussion, nous avons aussi le plaisir d'accueillir Noura Raad,
chercheuse au sein de la clinique de droit international des droits de l'homme, très investie sur ce dossier en tant que militante et en tant que chercheuse, et elle aura le privilège des premières questions pour pouvoir lancer les discussions par la suite. Bien sûr, on va consacrer une partie importante de notre temps aux échanges en vous invitant notamment à préparer vos questions et vos commentaires et à ne pas hésiter évidemment à rentrer dans la danse en quelque sorte pour pouvoir discuter avec nous, échanger avec Biram et faire part de vos réflexions ou de vos témoignages. En guise d'accueil et conformément à la tradition de nos conférences, comme vous le savez en principe, nous allons commencer par communiquer à notre invité d'honneur un flux d'énergie positive grâce à nos applaudissements les plus enthousiastes. Je suis très ravi de vous retrouver. Je remercie infiniment le professeur Ludovic Hennevel et l'équipe des étudiants qui consacrent leur temps à ce thème que beaucoup de forces dans le monde essayent de faire oublier les victimes, les dégâts, les atrocités que l'esclavage et ses pratiques perpétuent. Je remercie aussi Madame Domestici qui a inauguré cette symbiose entre Iran-Mauritanie et cette université, faculté. Comme je remercie tous mes amis ici qui ont contribué à cette relation, à bâtir cette relation ô combien importante. L'esclavage, dans ses formes multiples, continue encore à se perpétuer. Et ceux qui élèvent la voix contre l'esclavage continuent à être persécutés. L'esclavage par ascendance, par la naissance, qui est toujours en vigueur dans beaucoup de pays du Sahel-Sahara, qui est un vestige très fort de la traite arabo-musulmane, de la traite orientale, une traite, hélas, qui n'a jamais été remise en cause, qui n'a jamais été combattue par les élites des victimes, ni par les élites du monde. C'est une traite qui n'est pas encore bien connue comme la traite atlantique, sur laquelle se sont focalisées les recherches, les combats. Je ne peux que me rappeler ici du sort de milliers d'Africains qui sont maintenant dans des marchés d'esclaves pour être vendus aux enchères en Libye. C'est un retour en force de l'esclavage, à force de l'oublier. L'esclavage reprend du poil de la bête, l'esclavage anti-noir. Car l'esclavage arabo-musulman peint l'homme noir comme étant né pour servir comme esclave. C'est le sens que donnent les codes noirs, les codes d'esclavage que nous-mêmes en Mauritanie nous continuons à avoir appliqués à notre vie quotidienne. En Mauritanie, ce sont les codes que nous avons incinérés en Mauritanie dans un acte symbolique et public en 2012, c'est que nous a valu des mandements religieux, des fatwas condamnant à la peine de mort. L'une des principales difficultés que nous rencontrons dans notre lutte contre l'esclavage dans le monde sahélo-saharien, c'est que l'esclavage est assimilé
à un commandement de Dieu. C'est plus fort que la loi. C'est le dogme. Et moi, le professeur Enebel m'a présenté en tant que militant anti-esclavagiste, mais les officiels mauritaniens, que ce soit le chef de l'État, ses ministres, ou ses différents laudateurs, ou les autres membres, porte-parole de la minorité dominante qui a fondé son mode de vie sur l'esclavage, son code d'honneur sur l'esclavage, ils me décrivent étant un agent des croisés lancé contre la citadelle islamique pour la détruire. Je suis peint comme étant un agent des Juifs, une 5e colonne de l'Occident croisé, un ennemi de l'islam, purement et simplement. Bon, l'esclavage est dans nos sociétés considéré comme une institution émanant de Dieu et qui doit être protégée, et que ceux qui la transgressent n'ont rien à voir avec des combattants contre une abjection, mais ils sont purement et simplement des impies ou des agents des impies ou des juifs, comme le disent les gens des groupes dominants de chez nous qui ont un antisémitisme, qui vivent un antisémitisme exacerbé. L'autre difficulté, c'est que ceux qui dirigent l'État, ce sont ces gens même qui pratiquent l'esclavage et qui ne peuvent pas s'en passer. Ces dimensions de bien-être, car dans le code d'honneur de notre communauté, de la communauté arabo-berbère, il est avilissant et déchéant de travailler avec la main. Les travaux durs, les travaux manuels, les travaux sous le soleil sont frappés de déchéance, de dégradation, sont source de dégradation. Bon, il faut avoir son esclave pour lui faire tous ces boulots même. Les femmes bien nées ne peuvent pas faire la cuisine dans leur maison, ne peuvent pas faire la vaisselle. Les travaux ménagers ne peuvent pas porter leurs enfants. C'est mal vu qu'un homme épouse un homme bien né ou épouse une fille bien née et se permet de la faire travailler ou de la laisser travailler. Et c'est encore plus grave quand un homme travaille les travaux de ce genre. L'autre difficulté, c'est que ces groupes dominants utilisent des garde-fous pour narguer, pour abuser de la communauté internationale. C'est-à-dire, il y a des lois qu'on vote, qu'on fait voter, et des conventions contre l'esclavage qu'on ratifie, mais ce sont toujours les anti-esclavagistes qui partent en prison, bien que ces lois prévoient des peines lourdes pour les esclavagistes. Mais la communauté internationale, c'est suffisant bien des apparences, il suffit d'apparaître par des lois, par des discours comme étant anti-esclavagistes, mais d'avoir la main lourde contre les militants anti-esclavagistes, et c'est ce qui nous arrive. C'est pourquoi notre organisation est interdite en Mauritanie. Nous sommes hors la loi. Parce que nous avons une position déterminante contre l'esclavage. Donc, nous partons en prison. Il y a des procès qui nous ont servi à Era Mauritanie. 2 ou 3 procès moyennement chaque année. Et ces procès sont souvent toujours inéquitables. Il y a toujours la torture, l'humiliation qui est utilisée pour décourager les militants les plus déterminés. Il y a aussi la carotte
il y a la corruption. C'est pourquoi nos rangs sont transpercés de temps à autre par des récupérations, donc des transfuges de notre organisation regagnent le camp du pouvoir, et le pouvoir tout de suite les dote de moyens financiers et des moyens d'organisation, met à leur disposition les médias pour dénaturer cette lutte. Ils ont des organisations qui ont été faites sous le regard des autorités et pas sur l'insinuation des autorités, et ces transfuges dans des organisations reconnues par l'État sont présentés aux missionnaires internationaux, sont présentés à Genève dans le Conseil des droits de l'homme, à Banjul, à différentes sessions de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, et ils viennent dire, voilà, nous sommes descendants d'esclaves, et nous étions dans cette lutte, et nous sommes toujours dans cette lutte. Mais le gouvernement a réglé ses problèmes, il a réglé des problèmes, il n'y a plus de problèmes, nous témoignons. Donc ce n'est pas le faux témoignage. Aussi que le gouvernement sème la communauté internationale, essaye de jeter un peu de brume, un peu d'approbation sur le plaidoyer que nous sommes en train de mener dans des conditions difficiles. C'est vrai aussi que les militants anti-esclavagistes sont limogés quand quelqu'un est découvert qu'il est membre de l'IRA dans une société, dans une institution privée ou publique, il est limogé, purement et simplement, il est éloigné. Et nous subissons aussi d'autres tracasseries, comme nous empêcher, nous priver de nos passeports, de nos titres de voyage, nous priver par exemple de pouvoir se présenter à certains concours, à certains examens. Et il y a aussi la privation des membres de l'IRA de pouvoir obtenir des lots de terrain. Parce que chez nous, l'État distribue des terrains pour habitation, pour les populations. Bon, tous les bienfaits, tout ce que l'État peut donner et doit donner aux citoyens, ceux qui sont déclarés membres de l'IRA sont privés. Bien sûr, avec une diabolisation continue dans les médias, dans les mosquées, où l'IRA est traité de corps étrangers implantés dans la société mauritanienne par l'étranger qui veut du mal pour la Mauritanie, pour l'islam mauritanien, pour la pureté de la société mauritanienne. Bien sûr, les mécanismes internationaux, sinon les rapports de force internationaux ne sont pas en faveur de notre lutte. Parce que le gouvernement de Mohamed Abdelaziz, qui représente l'extrême droite arabo-berbère, obscurantiste, esclavagiste, réfractaire aux droits de l'homme, à la démocratie. Ce gouvernement collabore avec les puissants de ce monde dans le cadre du terrorisme, de la lutte contre le terrorisme, de la lutte contre l'immigration clandestine, contre les flux migratoires de l'Afrique vers l'Europe. Et dans ce cadre, beaucoup de principes des pays du monde libre ont été sacrifiés. Et nous, on a des difficultés de trouver des oreilles attentives face au principe de la raison d'État qu'invoquent publiquement ou en secret les dirigeants
des pays occidentaux, je parle des États-Unis d'Amérique et de l'Union européenne. C'est pourquoi l'Union européenne est le principal soutien financier du gouvernement mauritanien. Et les États-Unis sont le principal soutien militaire et sécuritaire de ce régime. Et nous-mêmes, nous pensons que ce régime étant illégitime aux yeux des populations minoritaires, illégitime aux yeux des populations qui sont en grande majorité issues de descendants d'esclaves et d'esclaves, et qui ont pu vivre depuis des minutes, depuis la création de l'Irak, le développement d'un vrai mouvement de droits civiques. L'Irak, un mouvement d'idées, un mouvement qui a une certaine vigueur, qui a pu s'aborder et créer une subversion idéologique et religieuse en Mauritanie, une subversion sociale qui a pu créer les déclics et casser la résignation multiséculaire des esclaves, casser les chaînes idéologiques, psychologiques, religieuses qui enchaînaient les esclaves. Cette mobilisation populaire qui peut avoir raison avec une action populaire légitime et normale de ce pouvoir, elle est toujours empêchée par l'intervention étrangère du monde libre. Je ne sais pas si je dois mettre les guillemets ou non, de l'Occident qui soutient bien financièrement et militairement le pouvoir en place. Donc le jeu n'est pas égal entre nous et le pouvoir. Le pouvoir est soutenu économiquement, militairement par l'Union européenne et les États-Unis. Ce pouvoir aussi bénéficie de la démission ancienne des Africains, de l'Union africaine, des élites africaines et des élites afro-américaines qui ont développé depuis les premières années de lutte contre la colonisation, contre l'apartheid, contre l'esclavage. Ces élites afro-américaines et africaines ont développé une solidarité tiers-mondiste, une solidarité continentale, une solidarité confessionnelle avec ceux qui sont au sein du continent africain et en dehors du continent africain, coupables du passif et de l'actif lourd de l'esclavage anti-noir dans le monde arabo-musulman, de la traite arabo-musulmane des Africains qui a aussi autant saigné l'Afrique que la traite atlantique. Ces Africains qui se comptent par dizaines de millions dans tous les pays de l'Orient, commencé par l'Afrique du Nord, le Golfe, le Moyen-Orient jusqu'au fin fond de l'Inde. Des dizaines de millions d'Africains issus de cette traite qui sont méconnus, inconnus, toujours chosifiés, invisibles, dont personne n'a jamais parlé. Parce que ce qui était à la mode, c'est que les élites africaines indépendantistes, anti-impérialistes, anti-apartheid, se focalisent sur un seul esclavage, l'esclavage des Blancs, l'esclavage occidental. Alors que nous dénonçons plusieurs esclavages. Ce n'est pas seulement l'esclavage atlantique, c'est aussi l'esclavage arabo-musulman, mais l'esclavage aussi interne en Afrique. Cet esclavage est antérieur à l'esclavage occidental. Parce que des Africains réduisaient en esclavage des Africains, des Noirs réduisaient en esclavage des Noirs. Et il y a toujours des séquelles. Même en Mauritanie, il y a quelques familles de Noirs qui ont tué leurs esclaves. Et nous les avons dénoncés. Et ce n'est pas seulement en Mauritanie.
Je peux seulement vous renvoyer à une citation d'un ancien chef d'État africain, le président Abdoulaye Wade, qui dans sa polémique tout récemment avec son successeur, Macky Sall, il l'a traité, pour le diminuer, il l'a traité d'esclave, publiquement. Ça entre aussi dans les jeux politiques. Mais de se positionner socialement. Et l'autre difficulté par laquelle je vais terminer, parce que je m'excuse, je n'ai pas dormi hier toute la nuit, pas dormi, à cause de mon voyage qui a été perturbé par la banalisation de l'esclavage en Afrique en général et en Mauritanie en particulier nous pose aussi un problème. Ce n'est pas un sujet qui suscite des révoltes, qui suscite des reprobations. Ce n'est pas un sujet qui suscite une insurrection morale. Je vous remercie. Bonsoir. D'abord, je vous remercie, Monsieur Biram, pour cette présentation émouvante. Je vous remercie pour votre présence ici aujourd'hui entre nous et pour le temps que vous consacrez pour échanger avec les étudiants et pour la confiance aussi que vous nous avez donnée pour travailler sur ce dossier d'esclavage en Mauritanie. Je tiens également à remercier Monsieur le professeur Ludovic Enebel de nous avoir aussi accordé cette opportunité de travailler, de s'engager dans de tels dossiers et de mettre nos connaissances théoriques en droit international des droits de l'homme au niveau pratique. Et je tiens aussi énormément à remercier les cliniciens qui ne sont malheureusement pas entre nous aujourd'hui, qui travaillent sur ce dossier, Niki, Wana et Angelo, et aussi Mam, Charles et Valentin qui se sont engagés aussi avec nous et qui ont prouvé leur capacité et leur créativité. Donc c'est vrai, comme le disait Biram, avant de poser mes questions, je voulais juste contextualiser au niveau juridique ce sujet. C'est un sujet très délicat comme vous l'avez dit, et c'est un sujet qui ne doit pas être banalisé parce que pour plusieurs personnes c'est un sujet dépassé alors que tel n'est pas le cas parce que l'esclavage existe encore. En Mauritanie, selon Global Slavery Index, on dit qu'au moins 40 000 personnes sont en situation d'esclavage et que l'État ne reconnaît pas. Ce sujet est un sujet d'actualité, surtout en ce qui se passe aujourd'hui avec les migrants et les migrantes qui sont détenus, qui sont exploités, qui sont vendus par leurs passeurs en Libye. D'où l'intérêt aussi d'accueillir IRA, France-Mauritanie, IRA-Mauritanie et notamment Biram qui a toujours milité, qui a dénoncé, qui dénonce encore l'esclavage et qui réclame l'abolition de cette pratique. Malgré les multiples détentions, Biram a poursuivi ses luttes et son combat. Et ce qui a conduit à le reconnaître comme un premier défenseur pour l'abolition de l'esclavage et aussi ce qui a mené à lui accorder plusieurs prix, notamment ce que M. Enebel a bien précisé, le prix de 2013 de l'ONU pour la cause des droits de l'homme, le prix Frontline Award for Human Rights Defenders en 2013 également. En 2015, il a eu le prix Human Rights to Live Award et en 2016, le prix Lawson Jones. Et il continue jusqu'à aujourd'hui à militer contre l'esclavage. Maintenant, au niveau juridique, ce qu'il faut savoir, c'est que la Mauritanie, elle a un droit interne assez avancé qui incrimine explicitement l'esclavage. Il y a une loi de 2007 qui pénalise l'esclavage et il y a eu une loi de 2015 aussi qui a réformé ce dispositif, qui a réformé le droit positif, le droit pénal notamment, qui a renforcé les peines et qui oblige les autorités compétentes à agir et qui permet aussi à des ONG qui ont été créées de plus de 5 ans à militer à côté des victimes. En plus, la Mauritanie a ratifié plusieurs conventions au niveau international qui interdisent explicitement l'esclavage, mais malgré ce droit international qui existe et ce droit interne, l'esclavage est encore pratiqué en Mauritanie. Cet esclavage a pour origine
certains disent que c'est sous la religion, alors qu'il a pour origine la hiérarchie entre les groupes sociaux, ce que peut-être Biram voudra bien le développer après. Et il conduit à nier la personne, l'identité de la personne, à atteindre à la dignité, à l'intégrité humaine, et il conduit à plusieurs formes de discrimination, mais aussi à des exploitations et des diverses violences qui, toutes seules chacune, peut constituer une infraction incriminée au niveau pénal, mais puisque ces personnes en situation d'esclavage n'ont pas d'identité, n'ont pas de personne, ne sont pas considérées comme des citoyens et des personnes humaines, donc ne peuvent pas recourir, ne peuvent pas y accéder à la justice. Telle est aujourd'hui la situation en Mauritanie. Et c'est pour ça c'est important de parler de ce problème, de s'engager et d'essayer de trouver des solutions tant au niveau juridique que pratique. Et mes questions que je voudrais bien poser aujourd'hui, c'est tout d'abord par rapport aux personnes, de savoir si les personnes qui sont en situation d'esclavage en Mauritanie, est-ce qu'ils sont vendus, est-ce qu'ils sont vendus à l'extérieur, en dehors de la Mauritanie, et si la traite est pénalisée en droit interne. Ensuite, je voudrais bien savoir le fonctionnement du système judiciaire. Est-ce qu'il y a eu des condamnations et si les peines sont exécutées ou pas? Et par ailleurs, la dernière question que je voudrais poser pour conclure, c'est de savoir par rapport au problème de la sortie de l'esclavage. Est-ce qu'il y a eu des décisions de justice qui ont libéré des personnes qui étaient en situation d'esclavage? Et est-ce que l'État mauritanien prend en charge ces personnes? Est-ce qu'il y a des initiatives de prise en charge, des démarches peut-être d'accompagnement, d'assistance pour les réintégrer au sein de la société? Et quel est le rôle de IRA à ce niveau-là, parce que dans les plupart des États, ce sont souvent les ONG qui accomplissent le travail que normalement l'État doit faire. Et finalement, je ne sais pas si vous voulez répondre ou pas à cette question, mais c'est de savoir au niveau international s'il y a eu aussi des démarches et à quel niveau. Voilà. Merci, je vous remercie. S'il y a eu Bon, il y a beaucoup de... Sur la question que pose Noura, est-ce qu'il y a des personnes vendues comme esclaves à l'extérieur? Oui, il y a une vente voilée qui s'est faite et sur laquelle on a beaucoup communiqué, qui s'est fait au Golfe, en Arabie Saoudite. Au Qatar, aux Émirats Arabes Unis. Ce sont surtout des femmes. Avant, c'était des enfants jockeys qui étaient utilisés dans la course des chameaux, qui est un loisir très prisé par les émirs du Golfe. Certains esclavagistes vendaient des enfants esclaves, les écoulaient, et les émirs les entraînaient à monter les chameaux pendant ces courses qui rassemblent beaucoup de monde et qui représentent un loisir très important. Je pense qu'il y a même l'UNICEF qui avait une fois organisé un programme de réinsertion pour ces enfants qui revenaient du Golfe, parce que quand ils prenaient le poids, ils grandissaient, ils ne sont plus utiles dans ce travail, et on les retourne dans leur pays. Bon, l'autre système de vente, ce sont ces femmes, tous d'origine esclave, en Mauritanie, qu'on amène en Arabie Saoudite et aux Émirats, au Qatar, dans une transaction sous forme de contrat de travail domestique. Mais ce sont les maîtres qui signent pour les deux bords. Et il y a des agences de voyage en Mauritanie
spécialisés dans ce trafic et qui peuvent obtenir tous les passeports qu'ils veulent dans un temps record pour ces victimes qu'on amène là-bas. Nous, on a travaillé sur plusieurs cas. On a pu ramener des dizaines de ces femmes de l'Arabie Saoudite après beaucoup de protestations devant l'ambassade de l'Arabie Saoudite à Nouakchott, mais aussi devant le ministère de la Justice. Certaines ont témoigné devant les médias, et lorsque le prix Tulipe nous a été octroyé, et moi j'étais en prison, j'ai délégué une fille qui a été sauvée de cet esclavage en Arabie Saoudite, qu'on a fait revenir en Mauritanie. Elle est devenue militante, et c'est elle qui est partie au nom de Hira récupérer le prix, parce qu'elle a au moins pu avoir un passeport, parce que le passeport qui lui a été trafiqué, elle s'est approprié ce passeport qui est resté avec elle. Grâce à ce passeport, elle est partie à Den Haag, en Hollande, pour récupérer le prix des mains du ministre hollandais des Affaires étrangères de l'époque. Il y a des lois qui criminalisent la traite des personnes en Mauritanie. Je pense que c'est une convention de l'ONU qui a... Mais dans les clauses de cette convention, les pays qui la ratifient doivent la transformer en loi nationale. Et nous-mêmes, on a beaucoup utilisé cette loi dans nos plaintes contre les esclavagistes qu'on a essayé de faire condamner, de traîner devant la justice. Mais encore, cette loi, comme la loi sur l'esclavage, elle est gelée par la complicité de tous les leviers de la chaîne de la justice, partant des juges, des officiers de police judiciaire, mais aussi du gouvernement, du pouvoir exécutif, de leur complicité avec les personnes qui commettent des crimes de trafic de personnes à l'intérieur de la Mauritanie, de traite des personnes. C'est pourquoi cette loi aussi est restée sans effet, sans application comme la loi sur l'esclavage. Pour l'intégration des victimes de l'esclavage, le gouvernement il prend à contre-pied ce devoir, parce que toutes les victimes que Hira a libérées et que SOS Esclaves a libérées ont été sanctionnées par les autorités. Et cette sanction se manifeste par le fait qu'on leur refuse les papiers d'état civil quand ils acceptent de témoigner devant les médias et auprès des organisations de défense des droits de l'homme de la situation de l'esclavage, des crimes d'esclavage. Et aussi bien que le gouvernement a créé une agence qui s'appelle Tadamoun, qui est chargée de la réinsertion des victimes de la pauvreté et des victimes des séquelles d'esclavage. Toutes les personnes qui ont témoigné, les victimes d'esclavage qui ont témoigné publiquement contre l'esclavage sont exclues, totalement exclues de cette aide prévue par l'État mauritanien. Mais pour les plaintes, il y a plusieurs plaintes qu'on a déposées et que les victimes elles-mêmes ont déposées. Mais souvent, en déposant ces plaintes, les autorités, les ministères publics n'acceptent jamais de poursuivre et d'investiguer de son propre chef sur les crimes d'esclavage et de traite des personnes, sur les crimes de viol,
les crimes sur les femmes, on a des difficultés énormes à amener les autorités à accepter de faire des investigations. Parce que ces crimes sont considérés comme étant un cheval de Troie de l'Occident, mécréant. Et toute personne, tout défenseur des droits de l'homme qui ose accompagner une femme victime de viol, un esclave, une personne victime de traite, ces crimes sont considérés comme étant toujours des tentatives de combattre l'islam, que c'est une manière de dénigrer l'islam, de dénigrer la société idéale musulmane. Mais cette société, c'est une société de menteurs, des tricheurs. Au cours de ces plaintes, souvent, ce sont les défenseurs des droits de l'homme et les victimes qui partent en prison. Parce que toujours les juges et les officiers de police judiciaire retournent la situation par leur mauvaise foi, leur parti pris contre les défenseurs des droits de l'homme, qui sont toujours accusés d'avoir créé des troubles dans le commissariat ou dans le tribunal, et que l'esclave a fait une fausse déclaration. Je vais vous illustrer un seul exemple d'Mbarke Mtahamed. Marie connaît Mbarke, parce que Mbarke vit chez moi depuis sa libération, depuis qu'on l'a libéré de l'esclavage. C'est une jeune fille qui a été violée comme toute fille esclave très tôt, dès l'âge de 10-9 ans, et qui a très tôt commencé à avoir des enfants, parce que le viol illicite, le viol des filles esclaves est licite dans notre droit traditionnel, dans notre droit religieux, en guillemets. Et elle subissait le viol, les travaux forcés dans son village, Mbidan, loin de Nouakchott, à 350 km de Nouakchott. Mais un jour, elle a décidé de fuir. Elle a fui, puis elle est venue dans la ville la plus proche, la ville de Kaïdi. Et elle a porté plainte contre ses maîtres, aidée par un militant de Irak, Hanan Nambouiri, qui était en ce moment à Kaïdi. Et la police a refusé d'accepter la plainte, purement et simplement. Ses maîtres sont venus à sa poursuite et ils sont accompagnés par son oncle qui est esclave. Lui, il est toujours socialisé dans l'esclavage. Et les esclavagistes, quand ils ont un contentieux avec un esclave, leur victime, ils ont les parents de cette victime qui sont toujours avec eux, qui utilisent. Et les parents vont venir faire de faux témoignages. Non, ils ne sont pas ses maîtres, c'est nous qui sommes ses parents, mais lui, c'est un bandit, c'est un criminel, c'est un menteur. Et son oncle est venu dire que non, lui, son oncle et les maîtres sont venus dire non, c'est une menteuse. Alors qu'elle a porté plainte et le tribunal, le parquet d'Alec a dit non, nous ne sommes pas compétents. Parce que ton village dépend du tribunal d'Alec, une autre région voisine. Nous ne sommes pas compétents, on ne reçoit pas ta plainte. Mais lorsque ces maîtres sont venus et sont porté plainte contre elle, ou la dénoncé, pas porté plainte, la dénoncé qu'elle est coupable de fornication, de rapport sexuel hors mariage, ce qui est interdit par l'islam, et passible de la peine de mort. Le parquet qui disait qu'il n'est pas compétent s'est saisi de l'affaire, est devenu compétent, elle a été arrêtée, elle a été jetée en prison. Et accusée de fornication. Nous, on a envoyé une mission de Irak, une équipe de Irak avec un avocat, mais on a dit, monsieur le procureur,
Elle a porté plainte, vous avez dit que territorialement, vous n'êtes pas compétent. Et dans le même lieu, son village, qui n'est pas territorialement dans vos compétences, elle a commis ce crime, prétendu crime de fornication, vous vous saisissez de l'affaire. Et avec une bataille, finalement, on l'a libérée. Et depuis ce jour-là, elle est avec nous, Maria. L'État n'a jamais accepté hormis les jours qu'elle a passé elle en prison avant qu'on ne puisse la libérer, aucune suite n'a été donnée à sa plainte. Donc, un esclave, quand il vient se porter plainte, quand il n'est pas accompagné des gens de l'Irak qui vont faire le bruit, c'est lui qui va aller en prison, c'est lui qui va être sanctionné. Merci beaucoup pour ces premiers commentaires, ces premiers témoignages également. Merci Laura également pour ces premières questions. Donc nous voilà lancés, je pense. On a effectivement déjà beaucoup de matière, beaucoup de sujets à aborder, certainement encore des questions. Peut-être pour alimenter encore un petit peu l'ensemble des informations qui ont été communiquées, je voulais proposer à Marie, qui est une diplômée du master humanitaire, je ne fais pas d'erreur, et qui s'investit dans un travail d'investigation auprès d'IRA et qui est allée directement en Mauritanie pour enquêter sur la situation concrète et essayer d'aller à la rencontre de différentes personnes, de différentes victimes, pour pouvoir essayer de les comprendre, essayer de comprendre comment est-ce que tout cela s'articulait. Donc voilà, c'est un autre regard évidemment que celui de Biram, c'est le regard de quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui va découvrir une culture qui n'est pas nécessairement la sienne et qui va se positionner par rapport à ça et en tout cas avoir des témoins. Donc peut-être Marie, je voulais vous donner la parole pour éventuellement exprimer, nous faire part de votre expérience de première main et pour que tout le monde puisse comprendre aussi le contexte dans le cadre duquel on se laisse inscrire. Merci. Je ne sais pas trop par où commencer. Peut-être le contexte dans lequel je suis allée en Mauritanie. Moi je suis l'ancienne de votre master et c'était pour la dernière année de Madame Domesticide, ça fait 2 ans. Et dans le cadre du stage, j'étais partie donc, dans un premier voyage en Mauritanie pour aider les membres d'IRA en fait, à récolter des informations parce qu'il y avait beaucoup de soucis par rapport à la récolte des informations, à la récolte en fait, des preuves, parce qu'eux-mêmes sont perpétuellement sous pression en fait, de la part du gouvernement. Et je suis arrivée dans un contexte très tendu pour IRA, puisque je suis arrivée juste après l'arrestation des 13 militants. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a donc en juin 2016, 13 des membres d'IRA, donc principalement, c'était juste après la sortie donc, de Biram de prison en mai. Et donc du coup, 13 des cadres principaux du mouvement IRA ont été arrêtés, accusés d'avoir participé à des manifestations. Ils ont été placés sous une procédure de flagrant délit, alors qu'en réalité, ils ont tous été arrêtés soit chez eux, soit dans Nouakchott, mais absolument pas sur les lieux. Donc voilà, ils étaient en prison au moment où je suis arrivée. Donc le mouvement Biram était à l'étranger. On s'est vu juste avant mon départ. On avait eu le temps de se croiser à Paris. Et donc voilà, je suis arrivée dans un contexte de tension permanente où du coup tout le monde était sur le qui-vive. Parce qu'ils se demandaient s'il y aurait d'autres arrestations, pour les autres militants. Et voilà, donc du coup j'ai dû me débrouiller toute seule à Nouakchott, en grande partie seule, pour pouvoir retrouver en fait, les anciennes victimes, accéder aux membres du gouvernement, donc pour avoir aussi eux comprendre en fait ce qui se passe et pouvoir recueillir la manière dont ils répondent à ces accusations de ne rien faire dans la lutte contre l'esclavage. Donc voilà, donc ça c'était mon premier séjour et en fait après je suis rentrée en France, je suis repartie une 2e fois en Mauritanie pour continuer en fait à recueillir des informations et dans le cadre de ce 2e séjour, donc là par contre les militants des 13 militants, il y en avait donc 11 qui
qui étaient sortis de prison. Il y en a 2 qui sont toujours actuellement prisonniers. Et donc du coup, dans le cadre de ce deuxième voyage, là, j'ai commencé moi aussi à avoir de vrais problèmes avec les autorités mauritaniennes. Donc après un mois, donc je devais renouveler mon visa parce qu'à l'aéroport il n'y avait qu'un mois de visa, et en fait en voulant renouveler mon visa, j'ai commencé à être traînée de commissariat de police en commissariat de police, et là j'ai compris en fait beaucoup de choses par rapport à ce que me racontaient les militants d'IRA dans leur angoisse perpétuelle, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune logique, on ne vous explique rien, on ne sait pas ce qui se passe. On vous envoie dans un commissariat, on vous dit non, vous inquiétez pas, on va faire votre visa, mais c'est pas ici, c'est dans l'autre commissariat. On vous fait patienter des heures dans un autre commissariat. Je suis blanche, on me met en plein soleil pendant 2 heures, 3 heures. On me dit non, mais attendez, quelqu'un va venir, etc. Personne vient. On vous renvoie le lendemain dans un autre commissariat, on vous téléphone, on vous dit d'aller à la Direction nationale de la sécurité. On vous rappelle 1 semaine plus tard, on vous dit qu'il faut retourner à la direction. Enfin, voilà. Donc, et sans que jamais des accusations ou quoi que ce soit en fait soit porté, juste pour faire traîner, et jusqu'à ce qu'à la fin en fait je suis devant le général Oulmeguet, qui est connu pour être un des tortionnaires des militants de IRA, et qui me disent que en fait je suis trop proche des mouvements IRA et des mouvements touche pas à ma nationalité, et que donc je dois rentrer en France dans le premier avion. J'étais avec une journaliste, Tiffaine Goss, et elle a été, elle aussi, expulsée alors qu'elle venait d'arriver. En plus, ça faisait 2 semaines ou 3 semaines qu'elle était de retour en Mauritanie. On s'était déjà rencontrés lors d'un premier séjour. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je pense qu'on a suffisamment d'éléments maintenant peut-être pour nourrir les débats. Les premières questions peut-être, interventions. Oui. Merci. Vous avez mentionné tout à l'heure la hiérarchie entre les groupes sociaux comme origine de l'esclavage. Je voulais savoir si vous pouviez nous en dire un petit peu plus sur ça. Bon, l'origine de l'esclavage, je pense que l'origine de l'esclavage dépasse largement le cadre de la Mauritanie. Parce que l'esclavage est vieux comme l'histoire. Mais je pense que l'esclavage mauritanien que nous combattons, c'est-à-dire l'esclavage arabo-berbère, car les autres esclavages qui étaient dans les autres communautés noires qui ne sont pas arabo-berbères ont été éradiqués par la colonisation française. Les colonisateurs français qui étaient ethnicistes et foncièrement racistes ont différencié entre les Africains indigènes et ceux qu'ils appellent les hommes bleus, les grands nomades, les Berbères, les Arabes, les Touaregs. Et c'est pourquoi dans les colonies françaises, les protections françaises, en Afrique de l'Ouest et sahélo-saharienne, surtout les lignes de frottement qui existent entre d'une part les Africains subsahariens, les Africains noirs, et d'autre part les nomades, arabes, Touaregs ou berbères. Il y a eu la pérennisation de cet esclavage qui a survécu à la colonisation française, qui a traversé les décennies de colonisation française, contrairement à l'esclavage Peul, Bambara, Wolof, Toucouleur, qui ont été éradiqués par la force de la loi appliquée par la France. Et nous, on a découvert, parce que moi-même, lorsque les maîtres, lorsque les propriétaires esclavagistes de la première épouse à mon père ont voulu vendre l'épouse à mon père et ses enfants, qui sont aussi les enfants de mon père a recouru au commandant français. Mais le commandant français a dit non, la France n'interfère pas dans la justice indigène. La justice islamique est
la loi islamique, en guillemets, la loi des livres, que moi j'ai incinéré plusieurs décennies après, en 2012, c'est à travers ces livres que mon père a été débouté et son épouse et ses 2 enfants ont été vendus parce que son épouse est esclave et les 2 enfants héritent l'esclavage de la ligne. L'esclavage est transmissible par la ligne de la mère. Bon, mon père a perdu le procès face au livre, la loi des codes d'esclavage, qui sont toujours en vigueur en Mauritanie, qui sont toujours à la base de la formation des magistrats mauritaniens, des officiers de police judiciaire, des administrateurs civils, des imams, des érudits. Et ces codes maintenant, ils sont placés depuis 2017, depuis cette année, par une loi votée par le Parlement, comme étant la seule interprétation, la seule version de l'islam acceptée, et toute personne qui se révèle à cette version, qui est appelée version malikite, est passible d'une peine lourde de prison en Mauritanie. Bon, l'esclavage que nous combattons, l'esclavage par ascendance, est un esclavage racial, parce qu'il met toujours aux prises des Arabo-Berbères, qui sont les suzerains, et les Noirs, qui sont les esclaves. C'est pourquoi, même dans leur culture, ils se sont nommés Beydan. Beydan, c'est-à-dire blanc, par opposition à Soudan, qui sont les esclaves. Soudan, c'est noir en arabe. Bon, pour dire que celui-là c'est un noble, il faut dire Beydan. Et pour dire que celui-là est un esclave, il suffit de dire Soudan, un noir. Le noir est synonyme d'esclave. Soudan, ce sont les esclaves. Le Biran, ce sont les noirs. C'est un esclavage racial, mais aussi, il est assis sur une légitimation religieuse. Tous ces fondements sont religieux, mais parfois, quand on lit le code de Khalil ibn Ishaq, Khalil, c'est le livre qui organise tout, qui a plusieurs un livre qui a plusieurs interprètes que le livre que nous avons incinéré quand on lit, c'est un livre foncièrement n'accorde aucun droit à la femme, aucun droit à l'homme noir, aucun droit à l'esclave. Ma question est assez simple. Est-ce qu'il n'y a jamais eu vraiment un mouvement qui a tenté de se créer au sein de la société en Mauritanie, ou à part votre mouvement évidemment, mais est-ce qu'il y a une espèce de prise de conscience qui a lieu ou pas du tout? Merci. Oui, il y a une prise de conscience très forte de ce mouvement de droit civique mauritanien, des populations mauritaniennes, surtout les populations haratim, c'est-à-dire les populations esclaves qui représentent plus de la moitié de la population mauritanienne, les populations d'esclaves et d'anciens esclaves. Et cette prise de conscience s'est produite avec le militantisme de l'Irak, des coups d'éclat que l'Irak a fait, qui ont pu sortir les résignés de leur torpeur. Et par exemple, l'incinération des livres, ça a créé une dissidence sociale, idéologique et religieuse des esclaves vis-à-vis de leur maître. Et même des anciens esclaves, ça a créé un déclic. Et ce fut une insurrection dans la tête, dans les idées, parce que les livres qui promettaient aux esclaves qui se rebellent contre leur maître de rôtir dans l'enfer éternel ont été démystifiés par l'acte d'incinération. Merci pour votre intervention.
Moi, je voulais savoir, est-ce que, à travers vos explications, vous dénonciez un peu un certain ancrage de l'esclavage dans la société mauritanienne, et effectivement, cet ancrage se justifie au sein des communautés. Généralement, les juges qui appliquent le droit émanent des communautés. Est-ce que vous, votre ONG, aviez engagé justement une démarche dans ce sens, aller vers ces communautés, discuter avec ces communautés, leur expliquer un peu combien de fois en réalité la pratique est révolue, et leur expliquer aussi que le texte en réalité qui leur sert de base n'a plus de fondement et que ça n'est plus adapté aux réalités de l'heure. Quel a été en réalité votre modus operandi, à part bien évidemment les démarches contentieuses que vous avez engagées au niveau des autorités. Et la deuxième question, c'est que, est-ce que vous pouvez faire la distinction entre esclavage et travail forcé? Je vous remercie. La distinction entre esclavage et travail forcé. J'étais dans un colloque, le colloque international sur l'esclavage en Afrique de l'Ouest, à Bamako, dont j'étais l'un des conférenciers. Il y avait beaucoup d'éminents juristes, d'éminents anthropologues. Il s'est déroulé à Bamako entre le 14 et le 18 octobre passé. Et il y a une Française, éminent professeur d'anthropologie, Catherine Koke-Vidrovich, qui a fait une intervention qui différencie totalement travaux forcés et esclavage. Mais tel que nous connaissons l'esclavage, nous, les travaux forcés sont une partie essentielle de l'esclavage chez nous. Parce que l'esclavage ne fait jamais ce qu'il fait, ce qu'il veut même faire, ce que lui il veut faire. Il fait toujours ce qu'il est obligé de faire, même s'il ne veut pas le faire. Et souvent, il ne veut pas le faire parce qu'il ne fait jamais des choses agréables. L'endurance à longueur de journée. Merci beaucoup de nous faire l'honneur d'être là ce soir. Merci pour votre combat également. Pour ma part, je n'ai qu'une seule question. Tout à l'heure, il a été évoqué le fait qu'il soit possible de sortir de l'esclavage par les fils. Visiblement, les fils ont réussi à... Il était question d'une femme qui n'était plus esclave grâce à ses fils, c'est vous qui en avez parlé. J'aurais voulu savoir s'il y avait d'autres modes justement pour sortir de l'esclavage qui étaient admis et reconnus. Voilà, je vous remercie. Concernant la femme qui est sortie de l'esclavage grâce à ses fils, bon, c'est pas exactement ça. Mais quand même, l'un de ses fils a joué un rôle premier, important, dans sa rencontre avec nous, ce qui a déclenché son problème. Et l'autre, le deuxième, a joué un rôle important dans son témoignage. Il a résisté à l'intimidation. Par exemple, cette femme, elle s'appelle Selma. Elle est maintenant âgée d'un peu moins de 70 ans. Elle était son ancêtre, son père et sa mère avaient fui l'esclavage de la Mauritanie. Les années 40. Et se sont réfugiés au Sénégal. Comme 4 millions de descendants d'esclaves qui vivent au Sénégal grâce à la filière de fuite entre le Sénégal et la Mauritanie par laquelle est passée des populations qui sont maintenant au nombre de 4 millions au Sénégal. Lorsque ces parents ont fui, ils se sont installés à Thiès, les années 40. Après, ils recevaient les visites de leur maître. Parce que le mot, l'arabo-berbère, est très subtil. Leur culture leur permet de pouvoir compétir dans toutes les situations.
pratiquement les esclaves qui ont fui et qui ont habité dans les villes étrangères comme Bamako ou Dakar, ou les esclaves qui ont quitté la campagne mauritanienne pour regagner des villes comme Nouakchott, comme Kaedi, en général, ces esclaves, quand leur maître vient dans ces villes, ils viennent chez eux pour ils les hébergent, ils les nourrissent. Parce que souvent, la révolte contre l'esclavage en ce moment n'est pas une révolte intrinsèque, n'est pas un rejet total de l'esclavage, n'est pas un rejet idéologique, religieux, psychologique de l'esclavage, mais c'est un rejet matériel de l'esclavage. Parce que mon père m'a dit, lorsqu'il me faisait le sermon de prendre en compte dans mes études la lutte contre l'esclavage, et lorsqu'il m'a dit qu'il m'a mis à l'âge de 10 ans, qu'il m'a mis dans l'école, à l'école, pour combattre l'esclavage, il m'a dit, moi, de tout temps, j'ai résisté physiquement et mentalement contre l'esclavage. Je l'ai combattu physiquement et mentalement, mais je n'ai jamais pu développer un combat idéologique avec les connaissances. L'ivresse, comme il a dit, la connaissance des livres. En ce moment, les connaissances n'étaient pas dans les ordinateurs. Seulement les livres. Et les gens disaient livres quand ils parlent de connaissances. Et je t'ai mis à l'école pour que tu utilises les livres pour combattre l'esclavage. En ce moment, les esclaves fuyaient, mais ils fuyaient seulement pour leur bien-être, pour leur quiétude physique et mentale. Mais ils ne rejetaient pas les fondements de l'esclavage. C'est pourquoi ils pensent toujours dans leur fuite, quand ils rencontrent un maître, qu'ils sont redevables devant Dieu. Et les hommes de faire du bien à ce maître. C'est le propriétaire. Dieu l'a dit. C'est pourquoi ma mère m'avait dit le jour où je me suis engagé dans l'optique de cette lutte, le jour lorsque j'avais 10 ans, qu'un maître, notre voisin, a poursuivi son esclave qui était venu chez nous demander à manger. Ma mère lui a donné à manger. Il a mangé, il s'est rassasié. Il s'est endormi. Son maître est venu avec un gourdet et il a commencé à le battre en plein sommeil. Il s'est levé, il était costaud, fort, son maître était chétif. Mais il ne s'est pas défendu. Il s'est soumis. Et moi j'ai dit à ma mère, mais pourquoi Mohamed se soumet à terre alors qu'il est fort et terre est faible? Elle m'a dit, c'est son maître. Donc il est enchaîné. Elle m'a dit, il est enchaîné. J'ai dit, je ne vois pas des chaînes dans ses mains et dans ses pieds. Elle a dit, ce sont des chaînes idéologiques et religieuses. Parce que Dieu menace, selon les érudits, Dieu promet aux esclaves qui se rebellent contre leur maître de vivre l'enfer éternel dans l'au-delà. Et la société aussi. Voit l'esclave qui se... Parce que chez nous, ils disent une situation qu'ils prêtent à l'islam, qu'un esclave qui se rebelle ne veut pas sentir l'odeur du paradis. Je parle sous l'autorité de Malou. C'est une manière d'éduquer les esclaves à la soumission quasi religieuse. Bon, c'est pourquoi Salma, ses parents, quand ils reçoivent la visite de leur maître, ils avaient fui. Mais les maîtres, on savait qu'ils sont à caisse. Et ils font du bien à ces maîtres qui viennent chez eux. Et un jour, son maître lui a demandé de lui donner sa petite fille. Salma a donné à la mère. Elle lui a donné Salma. Et depuis lors, Salma n'a jamais vu ses parents jusqu'à maintenant. Elle a eu des enfants que Marie connaît, de très grands enfants. Mais, certains ont mon âge, mais elle ne connaît pas non plus les pères de ses enfants. Parce que ce sont
le maître, le fils du maître, le cousin du maître, l'employé du maître, l'esclave du maître, qui peuvent à tour de rôle utiliser sexuellement Selma. C'est ça là. C'est un rôle que jouent les esclaves chez nous. Et les esclaves qu'on a libérés, quand j'ai demandé à Selma, à Mbarak Assatin, à Habib, qui sont les pères de vos enfants? Non, tel a couché avec moi, l'autre aussi, l'autre. Et je commence à compter dans la famille proche du maître, parfois, le père, le fils, le cousin. Vraiment, c'est atroce. Et on ne peut pas définir, identifier. Bon, Selma a vécu jusqu'à 2013. Depuis les années 60 jusqu'en 2013, elle a vécu comme esclave avec beaucoup d'enfants dont elle ne peut pas identifier le père. Et ces enfants étaient partagés entre les différentes branches de la famille des maîtres. Sa fille Yuma était donnée en cadeau de mariage à une femme, professeure dans le lycée de Makcha, qui s'appelle Fatima Graivi. C'est la fille de la famille des maîtres. C'est elle qui était ça. Elle l'a eu comme cadeau depuis le mariage et elle est avec elle. C'est pourquoi elle dit qu'elle ne connaît que cette femme. Le grand Selik était donné en cadeau de mariage au fils aîné de la famille qui est colonel de l'armée. Tous vivent à Nouakchott. Et lorsque Bilal a pris la fuite, l'un des fils qui était avec une autre fille de ses maîtres, il était donné lui aussi comme cadeau, il a grandi, il est venu chez nous. Il nous a dit qu'il y a sa soeur, sa petite soeur qui est esclave, ici, avec cet enseignant, ce professeur. Et nous, on a enclenché le problème. C'est pourquoi on l'a libéré, et on a libéré celle et sa mère, on les a fait venir, on les a rassemblés. Et maintenant, depuis lors, ils sont libres. Mais la sanction, les maîtres ont fait seulement 12 jours en prison. Et puis, ils sont sortis. Et les gens nous disent que l'esclavage se trouve toujours dans les campagnes. Et ce sont toujours des personnes ignorantes qui pratiquent l'esclavage. Non, c'est une famille de lettrés, la famille qui les avait en esclavage. C'est une femme professeure qui détenait Yuma. Et c'est un colonel de l'armée, un officier supérieur, un cadre supérieur de l'armée, qui a fait ses études à Saint-Cyr ici, qui détenait celle. Ce n'est pas l'esclavage, en Mauritanie, ce ne sont pas des cas isolés dans la campagne. La question d'Émilie nous a mené sur un long récit, effectivement un long narratif qui nous permet peut-être de mieux comprendre aussi les impacts concrets de ce type de situation, et puis très concrètement essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut envisager de sortir ou pas de l'esclavage dans le contexte. Vous vouliez donner la parole à votre collègue. Effectivement, j'ai connu Biram il y a de cela 20 ans, ou plus de 20 ans, dans le cadre de SOS Esclaves, qui était l'organisation initiatrice, qui était la matrice donc, de tout ce mouvement anti-esclavagiste en Mauritanie, dont il est aujourd'hui des dignes porte-flambeaux, et qui le fait avec une grande... Je témoigne que Biram est quand même quelqu'un qui a une grande endurance, un courage et une capacité de tenir qui peut-être lui est propre. Et ce n'était pas le cas de nous autres. Moi, je suis maintenant dans la recherche, donc même si je continue à suivre ce qui se passe en Mauritanie, qui est notre pays d'origine dans lequel je n'ai pas mis pied depuis quelques années. Cependant, je voulais juste rajouter 2 points, peut-être, Biram, que tu as, par manque de temps certainement, omis de dire. Nous, les militants de la dignité humaine, comme toi, comme moi, comme la majorité des gens qui sont dans cette salle, ont pour modèle un certain Nelson Mandela. En tout cas, moi, c'est mon modèle. Et j'ai eu la chance de lui serrer la main une fois, par hasard d'ailleurs. Et je vous jure, ça fait trembler, ça fait vibrer dans tous les sens du terme. Cependant, Mandela avait, notamment dans son livre Longue marche vers la liberté, disait que
la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud a beaucoup gagné lorsque des militants comme Abraham Fischer, des militants blancs, comme Nadine Gordimer, comme Ahmed Kartada, qui était un musulman d'origine indienne, lorsque toutes ces forces vives, militantes de l'ANC blancs et noirs, ont pu se mettre ensemble pour en faire une cause plutôt nationale et plus tard internationale et la faire aboutir, comme on le sait, en 1992 avec la libération de Nelson Mandela. Ceci, évidemment, ne diminue en rien le rôle déterminant et initiateur, voire fondateur, des gens comme Walter Sisulu, Govan Mbeki ou Nelson Mandela, bien sûr, lui-même. Mais je suis fondé à croire que la cause de l'esclavage en Mauritanie est toute cause de dignité humaine, de défense de la dignité humaine, pour gagner un champ de mobilisation, pour élargir la mobilisation, doit avoir comme récit d'essayer d'avoir le maximum de militants de toutes les franges de la société. Moi, j'ai fait partie au fait du bloc hégémonique, entre guillemets. Donc je prétends pas être l'Abraham Fischer de la Mauritanie, mais j'ai lutté et je continue à lutter avec Biram. Donc je crois qu'on gagnerait à ouvrir le récit, à élargir le récit pour avoir le maximum de gens et pour arriver à en faire une cause nationale et transcender à travers cette cause-là les clivages ethniques et tribaux qui existent en Mauritanie. Le deuxième élément, et j'essayerai d'être bref, c'est le rapport de l'esclavage à la religion. Donc moi, évidemment, j'ai salué le taux d'affaires que Biram a fait en 2014 contre les livres malikites qui parlaient qui encensaient l'esclavage, mais je veux quand même permettre de nuancer pour les gens ici de la salle qui ne sont pas au fait de la théologie musulmane, ni dogme musulman sur la question de l'esclavage. Même si je ne suis pas spécialiste de la question, cependant, il est utile de signaler que les livres, l'interprétation, que tu as dit d'ailleurs, Biram, l'interprétation de l'esclavage qui a été codifiée dans ces fameux livres qui étaient brûlés, est une interprétation. Donc évidemment que l'islam, comme le christianisme dans son essence, ne peut pas justifier l'esclavage. Cependant, comme quasiment systématiquement, toutes les religions ont tendance à être un instrument de légitimation pour une domination d'ordre socio-économique. Ce qui était un peu le cas, je ne sais plus à quel, je crois que c'est au XVe siècle, je crois qu'il y avait une bulle papale qui essayait à l'époque de justifier l'esclavage en disant que la traite, le commerce triangulaire, que les Noirs n'avaient pas d'âme et que les faire rentrer dans le christianisme au moins leur donnerait une âme. Donc je dirais que les ulama, les savants musulmans dont tu as brûlé le livre à juste titre, ne sont aussi qu'une expression de cette espèce de bloc hégémonique dans le sens de Gramsci, qui veut qu'on utilise le fait de la religion pour justifier un ordre social et économique. Et puis je crois que c'est tout, parce que j'ai improvisé, j'ai voulu rester discret. Question. Merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage, ce commentaire, ces compléments d'information. Vous avez parlé de plusieurs enfants que vous avez réussi à sortir de l'esclavage et qui sont aujourd'hui à l'école. Donc encore une fois, bravo pour ça. Et comment ça se passe pour eux? Est-ce qu'ils sont réinsérsés dans leur famille? Mais si leur mère est elle-même esclave, comment ça se passe dans ce cas-là? Est-ce qu'ils vont dans un orphelinat? Comment ça va se passer derrière? Est-ce qu'ils ont des papiers d'état civil ou est-ce qu'ils en avaient déjà à la naissance? Également, est-ce qu'ils ont une protection aujourd'hui, désormais, pour ne pas retourner dans l'esclavage? Voilà, merci beaucoup. Par rapport à Tadamoud qui a été institué par le gouvernement mauritanien depuis 2013, alors j'aimerais savoir si aujourd'hui, vous et les autres mouvements anti-esclavagistes, vous envisagez de coopérer avec cette institution qui pèse quand même sur la scène internationale, parce qu'on l'a vu dans le rapport de M. Philippe Alston, que cette institution a été citée, donc les preuves qu'elle va relever, ce qu'elle va fournir comme rapport va quand même peser.
Et ma seconde question, Vous pouvez juste pour que tout le monde puisse suivre, rappeler ce que c'est cette institution. En 2013, l'État mauritanien a mis en place, si je prononce bien, je ne sais pas si c'est bien ça, c'est Tadamoun, c'est comme ça. Donc ça a été mis en place avec 3 objectifs globaux, si j'ai bien compris. L'un des objectifs, c'est lutter contre l'esclavage. L'autre objectif, c'est lutter contre la pauvreté. Et le troisième, je l'ai oublié. Mais concernant le thème de l'esclavage. Voilà, c'est ça. Et on a vu que depuis 2013, c'est un mouvement qui est actif. Après, ça reste un mouvement du gouvernement mauritanien. Et dans mes recherches et mes lectures, je n'ai pas vu de coopération entre les mouvements anti-esclavagistes et Tadamoun. C'est pour ça que je vous pose cette question. Est-ce que Tadamoun est exclu volontairement parce que c'est mis en place par le gouvernement, ou est-ce que vous envisagez une coopération avec Tadamoun afin de lutter ensemble contre les vestiges de l'esclavage, comme il l'appelle, entre guillemets? Ma deuxième question, c'est par rapport à la communauté internationale. Pour rejoindre votre ambassadeur SOS Esclavage, ce que moi je constate, et ça c'est pas que la Mauritanie, c'est toute l'Afrique de l'Ouest, l'esclavage est partout, mais personne ne le sait. Là on a des vidéos des Africains vendus aux enchères en Libye, sauf que ça se fait depuis longtemps. Donc la communauté internationale est choquée parce que France 24 l'a médiatisé, alors que ça fait des années qu'ils sont vendus aux enchères, donc il y a un problème de communication. Et si ce ne sont que les Africains qui savent qu'il y a de l'esclavage, forcément, je pense que les démarches pour que l'esclavage n'existe plus n'iront pas loin. Donc qu'est-ce qu'aujourd'hui IRA Mauritanie voudrait faire ou est en train de faire pour que toute la communauté internationale sache que l'esclavage continue et qu'il y a une pression psychologique qui est mise en place pour que personne n'en parle? Merci beaucoup. Je pense que Marie pourra m'aider sur la question de Tadamoun, qu'elle a eu des discussions avec les gens de Tadamoun pour vous mettre vraiment dans le bain de leur vrai engagement, et aussi les enfants esclaves avec qui. Je vais commencer plutôt par la question pour les enfants parce que c'est simple, en fait, il n'y a rien. Voilà, donc c'est Biram qui prend en charge les enfants à ses frais chez lui. La scolarité est en prise en charge aussi. Voilà, donc et ces enfants par contre sont quand même en relation avec leur mère. Après, donc il y a eu, en fait, si je prends par exemple l'exemple de Yarg Saïd, parce que c'est différent aussi au cas par cas et avec chaque enfant, selon le rapport qu'ils ont eu avec leurs parents. Bernard, tu interviens si jamais je dis quelque chose qui te paraît pas logique. En fait, pour Yarg Saïd, leur mère au départ donc était du côté des maîtres, puisque c'est souvent comme ça en Mauritanie, en fait, comme c'est les parents acceptent complètement leurs conditions, ne comprennent pas pourquoi les enfants n'acceptent pas eux-mêmes leurs conditions. Et au départ, donc, la maman des jeunes, elle était donc, du côté des maîtres, elle a été même incarcérée, il me semble aussi, en même temps que les maîtres, lors de la première arrestation, ils ont mis aussi la maman de Yarg Saïd en prison. Et petit à petit, en fait, au fur et à mesure, la mère s'est détachée de ses anciens maîtres. Et aujourd'hui, donc même s'ils vivent à Nouakchott et qu'ils sont scolarisés à Nouakchott, ils ont des rapports avec leur maman. Ils vont la voir pour les vacances, voilà. Donc eux ont des rapports avec leur maman. Mokhtar, par exemple, n'en a aucun. Je crois que vraiment aucun. C'est très compliqué avec les rapports qu'il a avec sa mère. Et les autres, si, ont des rapports aussi. Alors ils sont plus grands, hein, c'était pas des enfants, mais ils sont plus grands et ils ont des rapports avec leurs parents. Au début, c'est toujours complexe, c'est toujours la même chose qu'avec Yarg Saïd, c'est le temps aussi que les parents comprennent. Et parfois, ils refusent de comprendre, et parfois, ils comprennent en fait que voilà, ça reste leurs enfants et qu'ils ont des rapports avec eux et que la condition d'esclave n'est pas forcément une condition qui soit naturelle. Parce qu'il faut vraiment se dire, c'est ça, c'est eux, la personne qui est esclave pense que c'est normal. Enfin, ça fait tellement longtemps, c'est tellement ancré, et ces enfants ne sont pas scolarisés, donc ils n'ont pas d'ouverture sur le monde extérieur, ils sont enlevés à leur famille très jeunes, donc du coup pour eux c'est normal. Moi j'ai eu des longues discussions avec Saïd, il me disait voilà, quand j'étais petite, pour moi c'était mon maître, c'était tout, c'était ma vie, c'était vraiment j'étais content d'être esclave. Vraiment, il m'a dit ça comme ça. Il m'a dit, moi, quand j'étais esclave, j'étais content d'être esclave.
C'était ma place et c'était celle que... Et c'est vraiment l'école, lui, qui l'a... Et il voulait rester esclave, mais quand même être scolarisé, c'est tout. Enfin, c'était pas... Il voulait... Enfin, c'était son objectif, c'était pas vraiment de fuir la condition d'esclave, c'était vraiment genre, je veux bien rester esclave, mais je veux pouvoir aller à l'école. Voilà, et donc voilà, donc j'espère que c'est clair sur ça. Et donc en fait, en réalité, en Mauritanie, pour ces enfants-là, il n'y a pas un système. Alors que l'agence Tadamoun a été créée normalement pour faire ça. Donc il faut savoir que l'agence Tadamoun, c'est une agence qui normalement a été créée pour faire ça, c'est-à-dire aider à la réinsertion, tout ça. Et en fait, c'est une agence qui se présente plutôt comme une agence de développement, avec des projets plutôt qui sont portés des constructions. Alors, ils adorent construire des immeubles. Voilà, donc ils construisent des écoles, mais sans professeurs à l'intérieur. Ils construisent des centres, des mosquées, ils construisent des centres sociaux aussi, des dispensaires, sans médecins, sans infirmières, sans salaire pour les payer. Voilà, donc... Mais c'est sur noir sur blanc, ils font vraiment de l'investissement. Hein. C'est écrit, voilà, on a construit une digue, un dispensaire, on a construit une école, on a dans tel village, dans tel endroit et tout ça. Donc voilà, c'est rempli, hein, le cahier des chartes est rempli, l'argent est dépensé. Voilà, sauf que derrière, il n'y a rien, derrière c'est vide. C'est vide. Donc voilà, et donc ils ont des cas. Alors moi j'ai eu l'occasion de rencontrer le conseiller juridique de l'agence Tadamoun. Alors c'est une longue discussion et était très très complexe, très intéressante. Il m'a dit que oui, il a 7 personnes, 7 cas qui sont pendants devant les tribunaux de justice mauritaniens, mais on ne peut pas parler d'esclavage parce qu'il y a présomption d'innocence. Donc du coup, on ne peut pas parler de cas d'esclavage parce qu'il y a présomption d'innocence. Donc bon, gentiment, je lui ai dit, voilà, mais vous étiez, parce que pour revenir à ta question aussi, SOS Esclaves a été partenaire de l'agence Tadamoun, en fait, a été partenaire. Disons qu'ils se sont mis ensemble dans le procès de Nema. Donc c'est un des procès qui a été très médiatisé et tout ça. Et donc du coup, c'était SOS Esclaves, parce que maintenant, depuis la loi de 2015, ils peuvent se porter, toute association qui a été créée depuis plus de 5 ans, blablabla, elle peut se porter partie civile. Donc du coup, SOS Esclaves a été, et donc l'agence Tadamoun s'est mise aussi sur ce procès. Et donc je fais remarquer au conseiller juridique que dans le procès Nema, on peut dire qu'il y a l'esclavage en Mauritanie parce que ça a été confirmé en appel. Il me dit non, il y a pourvoi en cassation, donc il y a présomption d'innocence. Voilà, vous êtes juriste, j'imagine que ça vous fait sourire. Et donc voilà, donc du coup, et ça c'est censé être le conseiller juridique majeur de l'agence, c'est celui qui est la référence sur l'esclavage et sur les séquelles d'esclavage. Et la seule chose dont il m'a parlé en termes de droit, c'est-à-dire c'était ça, donc présomption d'innocence, et sinon à chaque fois que je posais des questions, il me renvoyait sur la construction de digues, la construction d'écoles, la construction de barrages, voilà. Donc voilà je ne sais plus quelle était la question par rapport à Tadamoun, mais en tout cas, ça vous a donné une idée de ce que pouvait représenter l'agence Tadamoun. Marie aussi a eu de longues discussions très importantes avec ces fonctionnaires de l'État qui sont dans Tadamoun, qui utilisent la rhétorique de l'État, le discours de l'État, les mêmes négationnismes, les mêmes tentatives de narguer le droit international, d'abuser de la communauté internationale, parce que cet avocat, lorsqu'il était venu au dernier procès, qui met le procès des esclavagistes bourreaux de Saïd Eyal, il l'a trouvé, lui, il est l'avocat des esclavagistes. Alors lui, c'est l'avocat de Tadamoun. Il est payé par Tadamoun. Et il est là dans les tribunaux, il défend les esclavagistes. Alors que Tadamoun, voilà, c'est un témoignage. Il l'a vu au tribunal. Il était là. Je pense qu'il lui a même posé des questions. Oui, je lui ai demandé, évidemment, c'était tellement flagrant, c'était l'avocat de Tadamoun, je le vois du côté de la défense d'émettre dans le procès en appel de Yargh Saïd. Et donc je lui pose la question et il m'a répondu que de toute façon il s'occupait de ce dossier bien avant que l'agence Tadamoun soit créée. Donc l'appel a traîné, a mis 5 ans à être programmé pour les enfants, même plus de 5 ans, c'est
ça, 5 ans, Biram. Oui. Et donc voilà, et donc du coup l'agence a été créée après, donc ils ne voyaient pas pourquoi ils se seraient récusés de ce procès. Oui, et encore l'agence Tadammoun ne reconnaît pas l'existence de l'esclavage. Ne reconnaît pas qu'il y a l'esclavage en Mauritanie. Donc il ne peut pas aider les victimes d'esclavage. Elle s'exclut elle-même du champ de l'action en faveur des esclaves. Parce qu'elle est murée dans un négationnisme commandé par l'État et les groupes dominants. Bon, c'est le système de défense. C'est pourquoi Tadammoun est là occupé à construire des mosquées. Ils disent que les villages d'esclaves, où les pauvres, ou les villages d'anciens esclaves, mais qu'on ne connaît même pas les esclaves, d'anciens esclaves et de Mauritaniens pauvres, ils ont besoin de mosquées, de dispensaires, voilà, de maisons des jeunes. Et c'est ça qu'ils construisent. Et c'est vrai que ça alimente la corruption ambiante, parce que ce sont des marchés où l'État est taxé très cher par des chagrins tapis dans l'ombre, qui sont dans l'entourage du chef de l'État, qui gravitent autour de lui, et qui captent l'argent de l'État par l'intermédiaire de ces projets de construction. Parce que, par exemple, quand vous voyez une mosquée qui est quand le vrai prix, le vrai coût de construction de cette mosquée va coûter 5 millions, alors qu'eux, ils ont taxé l'État à 30 ou 45 millions. Bon, c'est une manière de voler l'État, c'est du vol organisé. Bon, Tadammoun n'aide pas les esclaves parce qu'ils ne le reconnaissent pas. Nous, on ne peut pas coopérer avec Tadammoun parce qu'elle ne nous le reconnaît pas. Elle dit que nous ne sommes pas, que l'Iran n'existe pas, que ce sont des délinquants qui sont payés par les Juifs, comme ils disent eux, financés, ils ont de l'argent, mais ils sont d'un antisémitisme inimaginable et d'un déni de l'humanité pour les plus humbles, pour les plus faibles, dans leur discours. Les autres organisations, même les organisations qu'ils veulent reconnaître, ils les utilisent. Par exemple, ils ont utilisé SOS Esclaves dans ce procès. Et pourquoi ils ont fait ce procès? Parce qu'ils étaient condamnés, un délit de condamnation, lorsque nous avons été emprisonnés en 2014-2015. Et le gouvernement a essayé de faire plusieurs actions. Jeter la poudre dans les yeux. C'est pourquoi il y a beaucoup d'affaires de crimes d'esclavage pendant devant les tribunaux mauritaniens, dans lesquels les accusés eux-mêmes reconnaissent l'ampleur de leur forfait. Mais ce sont des Mauritaniens qui sont protégés par la loi et qui bénéficient de l'impunité sur ce genre de crime. Le gouvernement mauritanien a soustrait de tous ces dossiers un dossier où sont impliqués 2 morts esclavagistes, mais qui sont du Mali et qui étaient en pâturage dans la frontière entre le Mali et le Sénégal et la Mauritanie, à l'est. Leur dossier a été soustrait pour qu'ils soient eux-mêmes jugés. Mais ce ne sont pas les gens qui bénéficient de la solidarité et de l'influence dans l'État qui ont été jugés. Ces gens ont des dossiers là-bas qui ont été évités, que l'État évite et continue à éviter. Il a sélectionné ces dossiers pour faire de la propagande autour. Et ils ont fait ce dossier, c'est SOS Esclaves qui l'a amené, ils ont coopéré avec SOS Esclaves. Mais dans la loi prévient une peine de 10 à 30 ans de prison pour une personne convaincue de crime d'esclavage. Et
Les juges ont dit que les gens sont effectivement inculpés, mais ils les ont condamnés à 2 années de prison. Alors que la peine minimale prévue par la loi, c'est 10 ans. Alors que ces 2 hommes ont réduit en esclavage 3 ou 4 femmes pendant plus de 35 ans. Ces femmes sont retenues en esclavage. Et ces hommes écopent de 2 ans de prison. Bruno, je pense, voulait faire, c'est Bruno, je pense, oui, qui voulait faire peut-être une petite déclaration. Oui, donc très rapidement, Biram, emporté par ton enthousiasme et toutes les questions qui t'ont été posées, tu as oublié de signaler, comme on avait prévu de le faire, des actions que peuvent mener les gens qui sont présents ce soir ici en faveur des 2 prisonniers d'Ira, Mauritanie, qui sont actuellement donc dans un bagne à 1200 km de Nouakchott, au fin fond du désert du Sahara, et qui sont condamnés à 5 ans de prison. Après des actions qui ont été lancées par de grandes organisations telles que ACAT et Amnesty, actuellement c'est la grande fondation australienne Freedom United qui lance une pétition pour demander la justice pour Moussa Bilal Biram et Abdelhaim Attallah Salek, qui sont donc les 13 prisonniers qui ont été emprisonnés. Donc vous pouvez aller sur le site de freedomunited.org, Freedom United en un seul mot, et participer donc à l'action de tous les combattants des droits humains, de tous les militants des droits humains dans le monde qui essaient de soutenir ce combat. Vous avez un anglais, Justice pour Moussa et Abdelhaim. Merci. Merci beaucoup Bruno pour cette précision extrêmement importante. Il est temps, je pense, de remercier notre invité d'honneur, qui, je vous le rappelle, nous avait annoncé qu'il n'avait pas dormi. Donc on imagine ce que c'est quand il dort bien la veille. Merci beaucoup en tout cas pour cette conférence, ces échanges qui ont été très riches. On l'applaudit déjà. Ce qui m'anime dans ce combat et cette lutte que je mène tous les jours et que je dois mener tous les jours, ce sont d'abord l'environnement désolant dans ma société où l'esclavage est banalisé et où les victimes d'esclavage sont sans aucun soutien. Et les crimes d'esclavage qui sont des plaies atroces et des plus durs de ce moment de l'histoire de l'humanité. Mais aussi, il y a le serment que j'avais fait à mon père, que je mènerai ce combat sans aucune concession et sur tous les continents contre l'esclavage. Est-ce que vous avez un conseil à donner à tous les étudiants qui ont pour ambition d'avoir une carrière humanitaire et d'éventuellement s'adonner à ces luttes comme ça contre l'esclavage? Le conseil que je peux leur donner, c'est de prendre au sérieux leur mission. Car il n'est pas donné à n'importe qui l'apanage de pouvoir avoir un cœur qui bat pour les autres, d'avoir un sacrifice à donner pour les autres. Que ce sont les engagements humanitaires et humains qui humanisent l'humanité et qui repoussent les assauts du mal qui taraudent la personne dans sa tête, mais aussi les sociétés, toutes les sociétés, dans tous leurs branchements. Une dernière question, si vous voulez bien. Vous avez donné une conférence devant des étudiants de l'université d'Aix et devant des étudiants du master de M. Lepel. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette conférence et des questions qu'on vous a posées? J'ai vu que le monde estudiantin, ici les groupes estudiantins
ont eu une attitude très participative. Ils ont été très portés vers connaître davantage sur la réalité de l'esclavage. Ils ont voulu explorer davantage à travers leurs questions et à travers aussi leur présence assez massive ici dans l'amphithéâtre. Et je pense que ça encourage les personnes luttant pour les causes humanitaires comme moi, que l'intérêt pour ce que nous faisons et pour la finalité aussi, l'intérêt pour la finalité pour laquelle nous nous sacrifions, qui est l'homme, que c'est un intérêt partagé par un large public de jeunes étudiants qui sont les futurs juristes, les futurs responsables d'associations humanitaires et de fonctions humanitaires dans leur pays. Merci beaucoup. Je vous remercie.